Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Il s'agit d'un amendement de fond sur l'impôt sur le revenu, bien entendu, et sur sa progressivité. En fait, on constate que l'impôt sur le revenu est très progressif sur les plus bas revenus qui sont imposés, parce que vous savez que 50% des revenus ne sont pas imposés. Donc on a de la tranche de 29 000 à 83 000 euros un taux de 30%. On passe de 11 à 30%. Donc l'idée de cet amendement, c'est de faire un taux intermédiaire de 22%. On passerait de 11 à 22, puis de 22 à 30. Et la limite serait le montant de 56 000 euros. J'ai pris à peu près la moitié de la tranche actuelle. Donc je l'ai divisé par deux. Et bien entendu, ça fait un manque à gagner pour les finances publiques. Comme vous savez que je suis très attaché à l'équilibre de nos comptes publics, je propose une augmentation de la TVA. Alors, l'augmentation de la TVA pour compenser cette baisse de l'impôt sur le revenu a plusieurs avantages. D'abord, on a un écart souvent assez important entre les revenus du travail et la consommation. On veut favoriser le travail. Là, je propose un amendement qui favorise le travail, et pour que le travail paye un peu plus, et que la consommation puisse participer notamment de nos importations, puisque aujourd'hui on a un taux de TVA qui est le 4e plus bas d'Europe. Le taux moyen européen est de 24-25%, nous on a 20%, et on a pas mal de taux intermédiaires avec des taux réduits. Donc l'idée c'est de passer de 20 à 21% le taux de TVA, ce qui fait que mon amendement est équilibré pour les finances publiques, et en même temps il favorise le travail au détriment de la consommation. Voilà, je pense qu'il est très vertueux et j'espère qu'on pourra l'adopter ici au Sénat. Merci, chers collègues. Dans cette discussion commune, un amendement 1259 par M. Savoldelli. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors, on est en discussion commune, mais on n'a pas le même regard, parce que là, on vient d'augmenter la TVA, et moi, je vais vous parler de progressivité de l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas la même chose, mais soyons communs dans la discussion et assurément différents dans les amendements. Pour nous, le groupe communiste, l'impôt sur le revenu devrait être l'instrument central de la démocratie fiscale. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, ça peut être confirmé par Madame la Ministre, 25% des recettes fiscales et moins de 9% des prélèvements obligatoires sur l'impôt sur le revenu. Et la TVA, l'impôt le plus régressif, qui vient d'être soumis de passer à un point de plus, pèse 50% des recettes. Il y a un mythe à évacuer. Bon, il ne va peut-être pas être prononcé ici, tant mieux, mais sur lequel il y en a qui ne paieraient pas d'impôts. Tout le monde paye des impôts. Et ceux qui ont peu payent même proportionnellement davantage avec la TVA. Donc, je vais vous prendre deux exemples. Un salarié qui gagne 30 000 euros, pas par mois, je vous rassure, et un autre qui en gagne 80 000, sont imposés au même taux, 30%. Même taux. Pourtant, ça fait quand même... Est-ce que le reste à vivre, est-ce que leurs capacités contributives sont comparables? Personne ne va dire que c'est comparable entre 30 000 et 80 000 euros. Nous proposons donc une progressivité plus fine, en 10 tranches, et vous pourrez faire le calcul, 26,5 millions de foyers seraient gagnants. Et c'est vrai qu'on demanderait un effort supplémentaire à 14% de foyers qui concentrent la moitié des revenus, avec un taux marginal de 55% au-delà de 150 000 euros. Voilà, donc c'est une autre approche, évidemment, que de monter la TVA, taxes et impôts aveugles. Vous pouvez poursuivre avec le 2133. Le président Ouzoulias. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mon collègue Pascal Savoldelli vient d'évoquer la progressivité. Là, notre amendement, il porte sur la neutralité du barème. S'il n'y a pas d'indexation totale, si nous ne rétablissons pas cette indexation totale, ce sont des salariés, des ouvriers, des traités et puis les catégories C qui verront leur impôt augmenter, non pas parce qu'ils vivent mieux, mais parce que les prix ont eux-mêmes augmenté. Pour être concret, comme mon collègue, ce sont des Français qui gagnent 1 580 € net par mois que l'on ferait rentrer dans l'impôt au nom d'une fiction statistique, celle de la hausse des prix qui serait assimilée à une forme d'enrichissement. Soyons clairs, si protéger ces Français, ceux que je viens de
de décrire, c'est empêcher leur entrée tout à fait injustifiée dans l'impôt. Et si cela, ça implique également d'indexer le barème pour celles et ceux qui gagnent plus de 150 000 euros par an, alors nous irons. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le 1192, Monsieur Capo-Caner. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement porte aussi sur le barème de l'IR. Je mesure bien sûr les contraintes budgétaires et la difficulté qu'il y a à indexer ce barème. La Commission des finances propose d'indexer la première tranche. On peut soutenir qu'effectivement, cette indexation de la première tranche bénéficiera à l'ensemble des contribuables pour la part de revenus qui est concernée. Toutefois, une indexation même partielle des deuxième et troisième tranches à hauteur de 50% et 25% donnerait un signal en faveur des classes moyennes qui me paraîtrait utile. Merci, chers collègues. Dans cette discussion commune, 4 amendements identiques. Nous débutons par le 256 rectifié bis. Monsieur Massé. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Mes chers collègues, cet amendement a pour objectif de rétablir sur l'ensemble des 3 premières tranches l'indexation sur l'inflation de l'impôt sur le revenu, ainsi des réductions d'impôts résultant de l'application du coefficient familial. Il faut protéger les ménages contre un impôt qui augmente, afin que leur pouvoir d'achat diminue. Alors que leur pouvoir d'achat diminue, sans indexation, des milliers de contribuables franchissent artificiellement un seuil d'imposition ou deviennent imposables alors que leur revenu baisse. Les classes moyennes sont particulièrement touchées, comme le montre l'Institut Politique Publique. Leur taux moyen d'imposition augmente mécaniquement, sans gain réel de niveau de vie. Chaque point d'inflation non compensé peut représenter 150 à 350 euros par an d'impôts supplémentaires pour un foyer moyen. C'est un impôt déguisé, silencieux, mais lourd. Indexer les premières tranches, c'est garantir que l'impôt ne devienne pas un prélèvement furtif sur l'inflation. C'est préserver le pouvoir d'achat, restaurer la justice fiscale et protéger celles et ceux qui pour eux, chaque euro compte. Je vous invite, chers collègues, à adopter cet amendement. Nous poursuivons en identique avec le 1260, Monsieur Savoldelli. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. C'est un amendement, là, et commun et identique avec le groupe socialiste et le groupe écologiste, puisque nous évoquons l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Nous proposons d'indexer les 3 premières tranches du barème, 0, 11% et 30%. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, la désindexation aura 2 effets mécaniques que tout le monde connaît ici dans cet hémicycle. Il va y avoir l'entrée de 200 000 nouveaux contribuables dans l'impôt, et pas parce que leur niveau de vie a augmenté, mais simplement parce que les prix montent. Et deuxième conséquence, 1,9 milliard d'euros de recettes supplémentaires prélevées entièrement sur les revenus du travail. Je ne veux pas faire une redite parce qu'elle n'est pas de moi, elle est du gouvernement l'année dernière. Ici, on était là et on disait « Vous inquiétez pas, on n'imposera pas davantage les revenus du travail dans les exercices qui vont suivre. » Mais malheureusement, c'est le cas. C'est exactement ce qui se passe, puisque les recettes nouvelles, si on regarde, c'est la surtaxe à l'IS et la CDHR qui n'en sont pas et reposent pour un tiers sur l'absence d'indexation. Merci, chers collègues. Monsieur, voilà. Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme mes collègues, nous considérons que dans le contexte que nous connaissons, il n'est pas acceptable que l'impôt sur le revenu vienne amplifier les difficultés. Nous proposons donc une mesure de simple bon sens, adapter les premières tranches du barème à l'inflation pour éviter que les ménages qui ne gagnent pas davantage en termes réels ne soient poussés artificiellement dans une tranche supérieure, puisque cet alourdissement automatique de la fiscalité est particulièrement injuste. Il frappe d'abord, cela a été dit, mais je crois qu'il faut encore le répéter pour bien convaincre, il frappe d'abord ceux qui n'ont pas les moyens d'absorber la hausse des prix, les jeunes ménages, les travailleurs aux revenus proches du SMIC, les familles monoparentales ou encore les foyers de la classe moyenne inférieure, déjà pris en étau entre les prix des transports, de l'alimentation et du logement. Mais nous faisons aussi un choix politique assumé. Les 2 tranches supérieures du barème resteront désindexées. Nous refusons d'accorder aux revenus les plus élevés
une protection automatique contre l'inflation, alors même que l'effort doit être partagé pour restaurer nos finances publiques. Je vous remercie. Merci Madame Briquet. Pour le 4e identique, donc Monsieur Dessus. Oui, la pédagogie, c'est la répétition, mais effectivement, on est dans un contexte économique qui peut être tendu et ne pas ajuster les seuils d'imposition, c'est évidemment une augmentation d'impôts déguisée, puisque l'effet mécanique, ça a été dit, c'est faire rentrer 200 000 ménages supplémentaires dans l'imposition. C'est pour ça qu'on propose une mesure de justice fiscale assez simple, d'adapter le barème de l'impôt pour en limiter les effets sur les premiers déciles et donc protéger les classes du travail contre l'érosion fiscale et garantir la cohérence de notre pacte social. Merci. Nous poursuivons dans cette discussion commune avec 3 amendements identiques, et à commencer par le 177 rectifié. Monsieur Foissin. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, donc, dans un contexte où le projet de loi de finances pour 2026 prévoit le gel du barème de l'impôt sur le revenu, le groupe RDPI propose une revalorisation limitée mais essentielle, celle du revenu plafond de la première tranche à hauteur de l'inflation, soit 1%. Sans cette revalorisation, 200 000 foyers fiscaux entreront dans l'impôt sur le revenu en 2026. Il s'agit de ménages modestes dont les salaires ont tout juste suivi l'inflation. Ces contribuables franchiraient mécaniquement le seuil d'imposition, non pas parce que leur pouvoir d'achat s'est amélioré, mais simplement parce que l'inflation a gonflé leurs revenus nominaux. Ces foyers deviendraient imposables pour la première fois, subissant ainsi une double peine, l'érosion de leur pouvoir d'achat d'un côté et une nouvelle charge fiscale de l'autre. Notre amendement protège les plus modestes sans renoncer à la rigueur budgétaire. Nous proposons un compromis équilibré. Cet amendement préserve l'essentiel des recettes attendues du gel du barème, moins 1,7 milliard d'euros sur les 1,9 milliard prévus, mais il épargne ceux qui se situent juste au-dessus du seuil de non-imposition d'une hausse d'impôts qu'ils ne peuvent supporter. C'est une mesure ciblée, responsable et juste. Elle concilie les impératifs budgétaires avec la protection des contribuables les plus vulnérables face à l'inflation. Je vous invite donc à adopter cet amendement. Merci. Un amendement ensuite identique présenté par le président Darnaud. Oui, merci Monsieur le Président. Le gel intégral du barème de l'impôt sur le revenu aurait comme conséquence de faire rentrer 200 000 foyers dans l'impôt sur le revenu. Nous proposons donc qu'il y ait une indexation de la première tranche sur l'inflation. Je vous remercie. Merci. Ensuite, un amendement 384 rectifié. Monsieur Delahaye. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est le même amendement, donc c'est l'indexation de la première tranche, et donc nous sommes favorables effectivement pour d'indexer cette première tranche pour éviter que de nouveaux contribuables rentrent dans l'impôt sur le revenu, même si on peut s'interroger sur le fait que cet impôt sur le revenu devrait finalement toucher tous les Français, même avec des taux très faibles, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, donc on a fait cette proposition pour qu'il n'y ait pas d'autres entrées dans le barème de l'impôt sur le revenu. Si nous poursuivons dans cette discussion commune avec le 605 rectifié, Monsieur Fargeot. Vous pouvez présenter le suivant si vous le souhaitez également. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement propose de relever la valeur de la demi-part fiscale actuellement à 1 791 € à 2 870 €. Oui, c'est un effort conséquent. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement car cette augmentation permettrait de prendre en compte l'inflation cumulée depuis 2013, soit non appliquée depuis 2013, soit 22,9% à partir du plus niveau historique de la valeur, à savoir 2 336 € en 2011. Dans un contexte de baisse de la natalité et de coûts croissants, cet amendement vise à soutenir les foyers avec enfants en rétablissant un niveau de quotient familial plus juste et plus... Je vous présente le suivant. Alors, cet amendement prévoit que la valeur de la demi-part du quotient familial soit automatiquement revalorisée chaque année en fonction de l'inflation. Ce mécanisme éviterait ainsi son érosion et la perte de pouvoir d'achat des familles. Il garantit ainsi un soutien stable et lisible aux foyers avec enfants dans un contexte toujours de natalité en baisse et de hausse continue des dépenses familiales. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur ces 13 amendements qui font l'objet d'une discussion commune? Alors l'avis, il est en dehors d'un avis défavorable pour le 1259. Le point de convergence se situe sur les amendements qui sont désormais identiques, le 177, le 238
et le 384, c'est-à-dire des amendements qui indexent la première tranche de l'impôt sur le revenu, qui me paraît un point. Alors j'ai retenu, je les reprends volontiers, une mesure ciblée, responsable et juste. C'est ce qu'a dit notre collègue Foissin, et je crois que c'est une mesure de raison et de ce que je pense pouvoir dire sans trahir les points de vue des uns et des autres. Par rapport à ce que nous-mêmes avions souhaité, on a fait une part du chemin. Voilà, c'est donc, à mon avis, une bonne proposition d'atterrissage et d'accord collectif. Sur les trois amendements. Très bien, Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement? Alors, Monsieur le Président, moi je suis favorable effectivement aux amendements qui ont été déposés par les groupes RDPI, Républicains et Union Centriste qui proposent d'indexer la première tranche. Vous dire qu'en faisant cela, 82% des ménages, en fait, sont couverts par cette mesure, puisqu'il y a les près de 55% des ménages qui sont avant l'imposition, plus les 27% de ménages qui sont, dont le revenu s'arrête entre le début de la première tranche et son plafond. Donc, par la mesure qui est proposée, 82% des ménages qui payent des impôts ou qui n'en payent pas, c'est-à-dire les non imposables et les premiers de la classe moyenne inférieure, jusqu'à la première tranche, sont bien couverts par la mesure du coût de réindexation de cette tranche. Ce qui veut dire qu'il ne reste que 18% de Français qui, du coup, seraient concernés par le gel du barème, ce qui, je pense, est un équilibre de justice et d'équilibre, justement, de contribution à nos comptes publics. Juste qu'on ait en tête, la tranche à 41% concerne 1,02% de nos concitoyens. La tranche à 45% concerne 0,15% de nos concitoyens. Et effectivement, la tranche à 30% en concerne 17%. Donc moi, je trouve que le compromis que vous proposez est un bon compromis. C'est quand même un compromis qui abaisse le rendement prévu de ce gel du barème de 1 milliard d'euros. Donc ça veut dire que ça en coupe la moitié. Donc je pense qu'il faut qu'on soit conscient de cette mesure. Et puis je voulais vous dire, pour conclure mon propos, que de l'autre côté de la Manche, le Royaume-Uni, dans le budget qui a été présenté avant-hier, a lui proposé le gel du barème de son impôt sur le revenu qui marche comme le nôtre jusqu'en 2031. Ce qui montre que, voilà, là vous voyez, on fait les choses à notre manière à nous, c'est-à-dire de manière beaucoup plus progressive, on parle que d'une année, et donc en protégeant 82% des ménages de ce gel. Donc on doit pouvoir dire que c'est quand même une proposition, somme toute, assez équilibrée dans un contexte de finances publiques qui, elles, ne le sont pas. Je vous remercie donc. Défavorable ou retrait, sauf les amendements, les amendements, voilà, Patria, Lavarde, Cadenet, comme ils sont présentés à l'écran, sur lesquels je suis favorable. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Alors, donc, sur ces 13 amendements en discussion commune, un avis favorable du gouvernement et de la Commission sur les 3 identiques qui viennent d'être évoqués. La parole est à Monsieur Blanc pour explication de vote. Pour les auteurs, si vous souhaitez les retirer, faites-nous signe, vous aurez la parole juste après Monsieur Delay. Moi, j'ai besoin d'une compréhension sur l'explication qui a été la vôtre, Madame la Ministre, et sur l'ensemble des amendements. Si j'ai bien compris, ce qui est proposé par nos collègues Patria, Lavarde et Canevet qui ont déposé les amendements, c'est la neutralisation de la première tranche. On est bien d'accord. Donc les autres tranches ne sont pas neutralisées. On est bien d'accord. Ce n'est pas l'amendement qui a été déposé par l'ensemble des groupes de gauche qui proposent de neutraliser les 3 premières tranches. Je me permets de le dire parce que quand vous nous dites qu'il n'y a que 18% des Français qui sont neutralisés, alors moi, ça change la totalité du débat parce que les classes moyennes, celles qui gagnent, oui, mais celles qui gagnent, qui sont au niveau de l'imposition au-delà des 27 000 € à peu près, je crois, au-delà de la deuxième tranche. Ceux-là, à un moment donné, vont être impactés. Ah ben oui, ils vont être impactés. Et donc, à un moment donné, ça pose fondamentalement le débat, qui est de savoir, en matière de fiscalité, qui va payer ? Qui va payer ? Est-ce qu'on est dans une logique de rééquilibrage fiscal ou est-ce qu'on est dans une logique
de rééquilibrage fiscal, c'est-à-dire d'aller chercher de l'argent sur les plus hauts patrimoines, ou est-ce qu'on est dans une logique de faire payer les classes moyennes? Et ça, je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement clair là-dessus, parce que de notre point de vue, faire payer les classes moyennes, ça n'est pas possible. Merci. Monsieur Delahaye pour l'explication de vote. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je vais faire plaisir à Monsieur Blanc puisque je fais une proposition d'amendement qui va dans le sens de favoriser les classes moyennes. Puisque quand on gagne de 29 000 à 56 000 euros, je considère qu'on est dans les classes moyennes, voire les classes moyennes même basses. Donc cet amendement, je regrette que ni le rapporteur ni Madame la Ministre, vous n'ayez pris le temps, même 30 secondes, mais pour évoquer cet amendement, parce que je pense que c'est un amendement qui va dans le bon sens. Je le répète, on cherche à favoriser le travail, à encourager le travail. Et là, les revenus du travail, en fait, ils sont imposés sur une base de 11 à 30%. On passe de 11 à 30%, c'est une progressivité énorme. Et je propose de passer à 22%, donc de favoriser à la fois les classes moyennes et le travail, et en contrepartie, bien sûr, pour équilibrer les comptes, d'augmenter un petit peu la TVA. Je pense que ça mérite au moins un petit peu de débat dans notre hémicycle. C'est un sujet de fond, et je regrette quand même qu'on soit passé aussi vite sur ce sujet. Merci. La parole est à Monsieur Capo-Canellas. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'entends le raisonnement quand vous nous dites que indexer la première tranche coûte déjà, si j'ose dire, 1 milliard par rapport à la prévision que vous pouviez faire. Mais je pense qu'il y a quand même un abus de langage à dire qu'ainsi on couvre 82% des contribuables. On couvre les contribuables qui sont dans la première tranche et pas au-delà, et pour les autres, on les couvre pour la part de revenus qui correspond à la première tranche, c'est tout. Voilà, donc ne faisons pas croire que quand même 82% verront le barème indexé. Voilà, bon. Donc pour ça que j'avais proposé une vision intermédiaire, disons, qui était quand même de faire un geste sur les deuxième et troisième tranches qui soit une indexation dégressive. Mais j'entends le raisonnement et j'entends l'avis du rapporteur général. Donc à 1 milliard, on va peut-être s'arrêter. Donc je vais retirer mon amendement. Mais je veux simplement redire la préoccupation que j'ai déjà exprimée hier dans la DG et que j'avais aussi exprimée s'agissant du PLFSS et l'indexation des retraites. On a quand même un sujet qui est de regarder l'ensemble des mesures, avec l'abattement aussi, avec la CSG, pour regarder si quand même on n'est pas en train, et c'est légitime, de donner un coup de pouce pour les plus démunis, mais de désespérer ceux qui sont juste au-dessus. Et ça, c'est quand même un sujet qui mériterait qu'on s'y attarde un petit peu plus. Madame la Ministre, vous avez souhaité vous exprimer. Très rapidement, Monsieur le Président. Je le dis à nos collègues qui posaient une question. Comme vous n'avez que 1,17% des ménages à la tranche à 41% et 45%, si vous indexez et la première tranche à 11, puis la deuxième à 30, ce que vous proposez, vous couvrez 99,9% de nos concitoyens. Donc vous ne mettez à contribution de ce gel que 1,17% des ménages. Et la proposition qui est faite par les amendements auxquels je suis favorable, c'est de mettre à contribution 18% des ménages de notre pays, plutôt que 1,2%. C'est ça que je vous propose. Et je suis prête à vous tenir les chiffres. On ne se rend pas compte qu'il n'y a que 1,02% des ménages qui sont concernés par la tranche à 41% et seulement 0,15 ensuite en plus qui arrive à la tranche à 45%. Donc, si on regarde la population française, quand on indexe la première tranche, on couvre, et je répète, 82% des ménages français. On peut donc considérer qu'on a une mesure qui, je crois, est adaptée à ce que vous portez tous ensemble. Deuxième élément, Monsieur Delahaye, je réponds avec beaucoup d'enthousiasme à votre proposition. Je pense que c'est une bonne proposition que d'imaginer un jour avoir une tranche intermédiaire entre le taux à 11 et le taux à 30. Cette tranche, elle est très grande et elle couvre 17% des ménages qui ont des situations entre eux très différentes. Et donc, je pense que c'est une bonne idée. Simplement, je vous l'ai déjà dit, augmenter la TVA pour compenser l'effet fiscal est effectivement une bonne manière de le compenser. Ça marche budgétairement. Politiquement, je le dis avec beaucoup de calme, je crois que nous n'avons pas préparé ni notre pays ni les esprits à une hausse de TVA en 2026. C'est à ce titre que j'y suis défavorable. Mais je reviens sur un propos que j'avais déjà tenu. Préparer une vraie réforme fiscale sociale de simplification me semblera essentiel pour les présidentielles de 2027. Et les propositions que vous faites, au fond, peuvent y contribuer. Donc voilà, je redis et je me tiens à votre disposition, messieurs les sénateurs, pour vous apporter tous les chiffres,
pour corroborer les éléments que j'ai apportés. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Jadot pour explication de vote. Oui, ce que vous nous expliquez, Madame la Ministre, c'est que l'échelle des revenus dans notre pays est très déséquilibrée et que donc, effectivement, il y a un petit pourcentage très en haut qui est sur la plus grosse tranche qui paye proportionnellement, et quand on est très très haut, on paye même plus proportionnellement. Simplement, la semaine dernière, avec le PLFSS, on a eu les coups de rabot sur les prestations pour les classes les plus en difficulté. Et là, ce que vous créez quand même, c'est l'augmentation de fait des impôts pour les classes moyennes. Alors, il va falloir quand même qu'à un moment donné, quand vous allez sur les plateaux télé, que vous expliquez que vous ne voulez pas augmenter les impôts, il va falloir quand même à un moment donné justifier que vous augmentez de fait les impôts pour les classes moyennes. Et je pense que dans le contexte politique d'aujourd'hui, c'est extrêmement inflammable. Je pense qu'on devrait tous être un peu soucieux dans ce moment politique de ne pas taper sur des classes moyennes qui sont en train de s'interroger sur leur sort dans notre pays. La parole est à Mme Carrère-Gé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais, j'ai pas dû être assez attentive, avoir l'avis du gouvernement sur le 1657 de mon collègue Daniel Fargeot, auquel je suis personnellement assez sensible. Il s'agit d'introduire le principe de la revalorisation automatique en fonction de l'inflation, de la valeur de la demi-part fiscale. Je trouve que c'est un amendement intéressant, qui n'a pas de coût immédiat forcément énorme et qui introduirait au profit des familles, et en particulier celles qui paient l'impôt sur le revenu, la garantie d'une sorte de stabilité de la politique fiscale en leur faveur. On sait tous que la plupart des prestations familiales aujourd'hui servies par la CAF sont sous condition de ressources. On connaît l'état de notre démographie, on connaît la situation des jeunes actifs qui ont des enfants. Je trouve que d'introduire dans notre droit fiscal ce principe de stabilité me paraîtrait assez raisonnable et pas d'un coût prohibitif cette année. Je vous remercie. Monsieur Wizy pour explication de vote. Oui, c'était pour. Merci, Monsieur le Président. C'était pour répondre à l'invitation au débat du collègue Delahaye. Il y a plusieurs manières, en fait. Il y a plusieurs types de revenus qui peuvent être taxés. Vous avez raison. Il y a plusieurs postes. Il y a la possibilité de taxer la consommation. Il y a la possibilité de taxer le travail. Et il y a la possibilité de taxer le capital. Nous partageons l'idée que pour ceux qui travaillent, il faut qu'il y ait une augmentation de revenus, une augmentation du salaire net. C'est d'ailleurs la proposition que nous avons formulée de baisse de la CSG pour un certain nombre de personnes. Mais nous ne la gageons pas de la même manière que vous. Il y a deux manières de la gager. La vôtre, celle que vous proposez, celle sur la consommation. Et il y a la nôtre que nous proposons sur les revenus du capital. Et le faire sur la consommation, me semble-t-il, et je pense aux yeux de beaucoup de Français, dans un moment où les prix repartent à la hausse, les prix des biens de première nécessité, dans un moment où, par ailleurs, les revenus qui explosent, M. Delahaye, ce sont les revenus du capital depuis des années, nous semble quand même dangereux. Donc le plus naturel, me semble-t-il, si nous voulons apporter du salaire net aux Français, c'est de passer par la question du capital et du patrimoine qui, lui, a une dynamique de revenus qui est exceptionnelle depuis plusieurs années. Et je vous invite à vous y résoudre et dans ce cas-là, on se retrouvera. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Savoldelli pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Pour faire simple, c'est intéressant ce moment du débat, puisqu'on apprend par Madame la Ministre qu'elle avait prévu de faire 1 milliard d'économies sur les ménages les plus populaires. Ça, c'est le budget initial. Eh oui, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est oui, mais d'accord, mais me dites pas le contraire. C'est ça. C'est de ça dont nous discutons ici. On vient de discuter du fait qu'au départ, votre budget, tel qu'il arrive ici, prévoyait 1 milliard sur le dos de la première tranche, les plus populaires. Ça, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, alors là, c'est pour mes collègues les Républicains. Il faut que vous trouviez un compromis, mais pas seulement avec le gouvernement, il va falloir trouver un compromis avec vos collègues de l'Assemblée.
Ils étaient pour l'indexation complète de toutes les tranches. Vous avez encore le temps, hein. Il y a le temps, il y a la CMP, le reste, mais essayez déjà de trouver un compromis dans votre famille politique. Pardon? Pardon? S'il vous plaît, vous poursuivez. On ne s'apostrophe pas d'un collègue à l'autre. Contrarié. Madame la ministre. Je comprends que certains veulent passer au vote, donc je vais être très courte, mais Monsieur Savoldelli, vous et moi, nous sommes concernés par le dégel ou le gel de la première tranche. Puisque quand c'est un barème progressif, quand les impôts, la DGFiP calcule notre impôt, il regarde chaque valeur de nos revenus et il les localise avant 11%, entre 11 et 30, entre 30 et 41, entre 41 et 45. Nous tous ici, qui avons un taux marginal qui n'est pas dans la première tranche, nous sommes concernés par le dégel du point d'entrée à 11%. Et donc, en fait, c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que le rendement est de 1 milliard, puisque l'ensemble des Français vont être concernés, et pour 82% d'entre eux, eh bien, ils n'auront pas, eux, les conséquences de la non-valorisation des points d'entrée suivants. C'est pour ça que ça fait 1 milliard d'euros. Parce que s'il y avait 1 milliard d'euros sur les seuls 200 000 premiers ménages qui passeraient le coût de l'impôt, ils ne paieraient pas les 20 € en moyenne que ça aurait représenté pour eux. Donc pourquoi c'est un impôt, on a parfois du mal à voir, c'est un impôt avec des taux marginaux. Donc nous tous ici allons bénéficier, dans des proportions de l'ordre du pourcentage, du fait que la première tranche va être dégelée si vous votez les amendements identiques auxquels je suis favorable. C'est pour ça que ça fait 1 milliard d'euros. Sinon, vous imaginez bien que 200 000 personnes qui auraient eu 20 € à payer parce qu'ils seraient entrés dans le barème imposable, ça ne fait pas 1 milliard. Donc c'est ça qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est qu'un impôt progressif par tranche, effectivement, les effets se cumulent. Et à la fin, il ne reste que 1,17% qui sont concernés par la tranche à 41 ou celle à 45. Merci Madame la Ministre. Nous allons passer au vote sur les 12 amendements qui restent dans cette discussion commune, puisque je vous le rappelle, le 1192 de Monsieur Capo-Canella a été retiré. Donc nous débutons par le 640 rectifié, donc avec deux... Pardon ? Je mets aux voix le 640 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'amendement n'est pas adopté. Le 1259 avec également 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. De 2133 avec 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ce n'est pas forcément le même vote en fonction de celui qui en est l'auteur. Mais le 256 rectifié bis, donc les 4 identiques, avec 2 avis défavorables, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils ne sont pas adoptés. Les 3 amendements identiques ont reçu 2 avis favorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Les amendements identiques sont adoptés. Tomber. Non, on continue le vote. Le 605 rectifié, pardon, avec 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. 1657 rectifié, 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Et nous